Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a quelques semaines, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun a décidé de réduire la fréquence de passage des agents de relève des index. Question surtout de réduire les contacts entre les clients de l'entreprise en question et la dite structure en cette période de pandémie de coronavirus. La nouvelle facturation voulait que les index soient relevés dorénavant tous les 2 ou 3 mois. L'indignation de certains clients a amené le régulateur Arcel à entrer en scène. Dans une correspondance adressée à la dite entreprise, le directeur général d'Arcel l'a invité à mettre fin à l'estimation de consommation engagée de façon unilatérale. Mais pour beaucoup d'analystes, c'est assez rare de voir les organes de régulation se mettre en mouvement, comme dans ce cas-ci. Très souvent, estime-t-il, ces interpellations restent lettres mortes. Illustration récente, les recommandations de l'ART aux opérateurs, exploitants et fournisseurs de services de communication électronique à prendre des mesures contre le coronavirus, des recommandations qui, pour l'essentiel, disent-ils, sont restées non respectées. Que valent les organes de régulation au Cameroun? Assument-ils leur charge de façon optimale? Où se trouvent les goulots d'étranglement et surtout, comment rendre ces organes de régulation beaucoup plus efficaces? Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau de grand format ce mercredi. J'introduis tout d'abord le docteur bienvenu David Kongolo Kaké. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie, vous m'avez invité. Je salue tous les téléspectateurs de Kilos Télévision. Vous êtes titulaire d'un PhD en droit public et vous êtes chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Vous venez de commettre un ouvrage en rapport avec la question qui nous intéresse ce soir. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui vient donc d'être dédicacé, La régulation des télécommunications au Cameroun, le cas de l'ART. Effectivement, la dédicace de l'ouvrage a eu lieu mardi dernier à l'amphi 100 de l'ESSEC de l'Université de Douala. Nous avons invité les parties prenantes, nous avons invité les consommateurs, nous avons invité l'ART et les chercheurs pour venir discuter de la question qui a fait l'objet de l'ouvrage, la régulation des télécommunications. L'ouvrage a été publié aux maisons d'édition Cheikh Anta Diop, maison d'édition panafricaine. Merci donc, docteur David, bienvenue, Kaké Kongolo, d'être venu sur ce plateau. J'introduis Désiré Nancy, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes ingénieur polytechnicien, vous êtes expert en génie électrique, directeur général d'une structure qui fait justement dans les questions d'électricité, c'est Techno Z, et vous êtes surtout vice-président de la FISUEL. C'est quoi la FISUEL? La FISUEL, c'est la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? De travailler sur Nous intervenons beaucoup plus sur la qualité des installations électriques intérieures. Et on peut estimer que ça a un lien avec la régulation. Bien sûr. Le règlement des installations électriques intérieures est directement lié aux différents contrats de concession. D'accord. Merci donc Désiré Nancy d'être venu sur ce plateau. Professeur Emmanuel Diatou, bonsoir. Bonsoir, M. Frangois. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Alors, vous êtes économiste, mais surtout expert en management et vous êtes enseignant. Vous enseignez le management dans plusieurs villes au Cameroun, en Afrique et ailleurs, entre autres. J'aime bien citer cette université de Cotonou qui porte le nom d'un chef d'État africain. Vous enseignez également à Nantes et à Casablanca au Maroc. Merci infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission de 237 débats. Professeur Emmanuel Diatou, je commence avec vous. Lorsqu'on parle de la régulation, ça renvoie à quoi? La régulation renvoie tout simplement à l'organisation. Sachez que le concept de régulation a deux aspects. Il a un aspect technicien, où il s'agit de mettre ensemble plusieurs technologies pour leur permettre de fonctionner de façon rationnelle. Et puis la régulation a aussi un sens économique, où il s'agit tout simplement d'organiser, n'est-ce pas, le fonctionnement des acteurs économiques dans un espace. Et Désiré Nancy, vous qui opérez dans le secteur de l'électricité, est-ce que cette conception de la régulation vous convient? Est-ce que ça se rapporte à ce que vous faites? C'est tout à fait ça. Réguler veut dire s'assurer que ça fonctionne bien.
En fait, c'est ce que ça veut dire réguler. Et il faut savoir que dans le domaine de l'électricité, la régulation est arrivée avec les réformes qu'il y a eu dans le secteur. Et que dans les années 90, les bailleurs de fonds ont compris qu'il était important de privatiser une partie des éléments du secteur. Donc du coup, il y avait donc des nouveaux acteurs qui devaient rentrer en scène. Il fallait donc un régulateur, quelqu'un qui s'assure que tous les intervenants, la chaîne va très bien se passer. En fait, c'est un peu ça. Que chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition. C'est un peu là où on a créé un régulateur. C'est, j'imagine, la même chose dans le secteur des télécommunications, docteur Kake Gongolo. Il faut souligner que la régulation est un terme polysémique qui a plusieurs sens. Si on va sur l'étymologie du mot régulation, il y a d'abord regula, la règle, l'organisation, le contrôle, l'identification des secteurs et bien sûr la supervision des relations entre les parties prenantes du secteur. Vous voyez. Donc la régulation implique la réglementation. La régulation implique le contrôle. La régulation implique le règlement des conflits qui peuvent exister entre les différentes parties prenantes. Surtout que nous sommes dans des secteurs concurrentiels où il y a toujours des grandes entreprises, on peut le dire. Et il y a aussi quelques entreprises qui n'ont pas les mêmes chiffres d'affaires. Il faut donc que la concurrence soit respectée pour que les grandes entreprises ne puissent pas avoir toutes les parts de marché. Il faut que le consommateur lui-même soit satisfait. Vous voyez. Et il faut que la norme qui régit le secteur soit respectée. Donc ça dépend du secteur. La régulation peut même intervenir, pas seulement dans le secteur économique. La régulation peut être politique. On a des organes de régulation politique. Par exemple, dans certains... Et l'ECAM peut être envisagé comme un organe de régulation politique. Donc la régulation ne se limite pas seulement à l'aspect économique. Même si c'est la régulation économique. Là, c'est la régulation vue dans le sens de l'arbitrage. La régulation, il y a l'élément arbitrage que j'ai cité tout à l'heure, le règlement des différends, des litiges. Élément sanction aussi. Voilà, élément sanction, tout à fait. Mais la régulation implique aussi la détermination des normes encadrant le secteur. C'est ça, globalement, ce qu'on entend par règle. Alors, ce qui signifie que si on parle de règles, évidemment, on parle d'arbitrage et on peut en déduire sanction. Tout à fait. Ça veut dire qu'en principe, au moment où on parle de la régulation dans un secteur, ça veut dire qu'il y a des normes qui ont été établies, il y a des règles qui ont été précisées, auxquelles sont tenus tous les acteurs. Et donc, à un moment donné, on peut intervenir pour rappeler à l'ordre un des acteurs pour dire, écoutez, sur ce point-ci, là, ça n'a pas été respecté, ainsi de suite, et évidemment prendre des mesures qui peuvent être des sanctions. Ou même lorsque la règle ne correspond plus à l'évolution économique de la matière, il faut penser à avoir de nouvelles règles. Et là, à ce moment, les organes de régulation peuvent proposer au législateur, au pouvoir exécutif, des normes qui pourront être appliquées. Alors, mais avant de rentrer dans les secteurs spécifiques, notamment le secteur de l'électricité ou encore le secteur des télécoms, puisqu'on est en train de baliser de façon globale, comment se met en place cette régulation? Je veux dire, comment on arrête ces règles-là? Comment est-ce que ça s'organise, docteur Nancy? Dans le cas, par exemple, du secteur d'électricité, comment ça se met en mouvement? Vous savez, dans le cas de l'électricité, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'il y a l'État, il y a, à travers son ministère, il y a Arcel qui est le régulateur, il y a AER, il y a le concessionnaire Eneo, il y a des producteurs indépendants. Je veux dire, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu dans ce cadre-là. Maintenant, chaque opérateur a un contrat bien défini et spécifique. Et le rôle du régulateur, c'est de savoir, c'est de vérifier que chaque opérateur respecte le cadre qui lui a été confié.
Parce que quand je veux dire, le marché de l'électricité, par exemple, aujourd'hui, est reparti sur trois segments. La production, le transport, la distribution. Et il y a des interférences entre les différents segments. Et chaque élément de chaque segment a des particularités. Et le régulateur doit s'assurer que chaque élément du segment respecte le cadre qui lui a été réservé. Et cela veut dire que ce cadre a été bien défini et cela a sorti bien évidemment des sanctions qui peuvent être prises au cas où... C'est ce que nous appelons aujourd'hui des contrats de concession, il y a des licences, il y a des autorisations. Il y a chaque autorisation est régie par un cahier de charges. Et maintenant, on revient au régulateur de s'assurer que ce cahier de charges-là est bien respecté. J'imagine que c'est à peu près la même chose dans le secteur des télécommunications, docteur Kaké. Oui, avant d'arriver au secteur des télécommunications, il faut reconnaître que la régulation évolue avec le rôle de l'État. Nous sommes dans une économie libérale. On n'est plus dans une économie dirigée. On est dans l'économie libérale, où les acteurs arrivent. Avant, c'est l'État qui gérait tous les secteurs. Maintenant, l'État cède un certain nombre de secteurs aux opérateurs. Privés d'ailleurs. Et à ce moment-là, le rôle de l'État n'est plus le même, puisqu'il n'intervient plus directement ou produit. Avant, par exemple, dans le secteur des télécommunications, on avait Intelcam, qui était une société d'État qui assurait tout. On n'avait pas encore des sociétés de téléphonie mobile aujourd'hui. Donc l'État intervenait directement. Et puis, le problème de régulation ne se faisait pas sentir. Mais dès lors que l'État décide de céder le secteur au privé, là, de nouveaux acteurs interviennent et l'État lui-même doit modifier son rôle. D'où la création des organismes qui sont censés être indépendants et qui ont un certain pouvoir, des compétences et des moyens qui peuvent donc agir. Là, l'État reste seulement exerce seulement la tutelle, une tutelle technique sur l'organe de régulation ainsi que sur les entreprises du secteur. Voilà ce qu'il fallait dire. Maintenant donc, quand on entre dans le secteur des télécommunications, il faut comprendre que ce secteur évolue, ce secteur a plusieurs mutations. Il faut donc que le rôle du régulateur s'adapte à ces mutations-là. Et les acteurs, de nouveaux acteurs arrivent, de nouvelles activités naissent, de nouveaux produits sont créés, et ça exige un changement de régulation, de la régulation. Alors, on va revenir tout à l'heure sur cette évolution-là et bien sûr ces mutations qui interviennent et qui invitent ou qui incitent l'organe de régulation à s'y adapter, bien sûr en essayant de rester up-to-date. Professeur Diathio, quels sont d'autres points de vue des précautions qui doivent être prises lorsqu'il faut mettre en place des organes de régulation? Parce que lorsqu'on écoute le développement qui est fait, il y a des précautions qui doivent être prises au regard du rôle délicat, sensible, on dirait même névralgique de ces structures-là qui doivent arbitrer, qui doivent non seulement fixer des règles, mais arbitrer et surtout sanctionner. Est-ce qu'il y a des précautions particulières qui doivent être mises en place pour la création de ces organes de régulation? Bien évidemment. Tout à l'heure, les intervenants précédents ont signalé le fait que l'organe de régulation ne fonctionne que parce qu'il a connaissance, n'est-ce pas, du niveau d'évolution technologique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réguler si vous ne connaissez pas comment évolue la technologie dans le domaine. Et donc les règles qui sont appliquées généralement par le régulateur ne sont pas des règles qui viennent comme ça, ex nihilo. On part, n'est-ce pas, du terrain, on voit ce qui se passe sur le terrain, parce que les opérateurs, prenons l'exemple de la production d'électricité, Eneo n'est pas le seul producteur d'électricité au monde. Il se trouve que dans d'autres pays, il y a des productions d'électricité. Et le Cameroun souhaite atteindre un certain niveau de production. Conséquence, Eneo doit lui présenter un cahier de charges, n'est-ce pas, qui réponde au niveau de production
que le Cameroun souhaite avoir parce que le Cameroun observe ce qui se passe ailleurs. Conséquence, lorsque Eneo propose son cahier de charges, le Cameroun analyse ce cahier de charges et fait un état de rapprochement avec ce qui se fait ailleurs. Ce n'est qu'en fonction de ça que le régulateur, qui est le regard de l'État concernant la production d'électricité, dira à un moment donné si Eneo respecte les techniques de production qui sont appliquées dans le cahier de charges qui a été validé par l'État. Donc, ce qui veut dire que au niveau du choix ou de la mise en œuvre de l'organe de régulation, l'État du Cameroun va s'assurer que la composition de l'organe de régulation en termes de personnel technique, en termes de compétences, sont des compétences qui sont de nature à lui permettre, à cet organe de régulation, à véritablement exercer le contrôle qui lui échoit. Parce que si vous avez un organe de régulation qui n'a pas cette compétence pour exercer, pour sanctionner, il n'y aura pas de régulation. Et donc, l'État fonctionne, en tout cas se préoccupe, n'est-ce pas, des compétences nécessaires dans la mise en œuvre de l'organe de régulation et dans le choix des personnes qui vont animer cet organe de régulation. Donc, généralement, c'est comme cela que cela se passe, aussi bien sur le plan de la technologie, sur le plan du droit, sur le plan économique, puisque le régulateur doit avoir aussi en son sein des gens qui sont capables de comprendre, n'est-ce pas, les aspects économiques de la régulation, les aspects technologiques de la régulation, les aspects juridiques de la régulation. Et donc, c'est comme cela que cet organe de régulation sera mis sur pied. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous allez dans le site de ces organes, vous voyez qu'il y a plusieurs directions. Ces directions ne sont pas choisies comme ça au hasard. Elles sont fonctions, et leur importance est aussi fonction, n'est-ce pas, de la nature de la régulation qu'on leur demande. Alors, ce serait intéressant de prendre des cas précis pour que cela nous permette de comprendre, un peu comme vous voulez le faire avec le cas de la structure en charge de la distribution d'énergie électrique au Cameroun. Et puis, ça permettrait également de voir quels sont les rôles des différents acteurs, parce qu'à un moment donné, on a le sentiment, je peux me tromper, qu'il y a des acteurs qui se marchent dessus, l'État, son rôle de tutelle, l'organe de régulation, ainsi de suite. On va essayer de voir tout cela, tout comme on devrait également s'intéresser aux mutations qui s'opèrent dans différents secteurs et qui amènent l'organe de régulation à s'y adapter. Mais je vais comprendre un cas précis, Désiré Nancy. Le prétexte, entre autres, c'est cette situation qu'on a observée il y a quelques semaines. L'entreprise en charge de la distribution d'énergie électrique a estimé que dans cette période de pandémie de coronavirus, il fallait réduire les contacts entre l'entreprise et les clients, en décidant par exemple de venir tous les 2 mois ou tous les 3 mois pour la relève des index et faire la facturation. Bref, il y a une nouvelle forme de facturation qui en réalité, une opération qui en réalité devrait être saluée dès demain, puisque de plus en plus, dans le cadre de cette pandémie, on parle de la distanciation sociale, on parle de limiter les déplacements, entre autres, mais on a été un tout petit peu surpris de voir qu'il y a une sorte de levée de bouclier de la part de certains clients qui ont estimé que cela ne correspondait pas tout à fait à leur consommation, et ça a provoqué donc une sorte de tollé, et le régulateur est sorti pour dire stop, rappelant les exigences du cahier des charges. Avant de répondre à votre question, je vais déjà vous dire qu'une des missions principales du régulateur, c'est la protection des intérêts du consommateur. Mais il y a déjà des organisations de protection des droits des consommateurs. Non, une des missions spécifiques du régulateur, c'est de s'assurer que le droit du consommateur est respecté. Dans le cas d'espèces, il existe un règlement de service. Le règlement de service de la concession. De la concession.
ce règlement, malheureusement, n'est pas connu par beaucoup de gens. Ce règlement précise les relations Eneo-client, client-Eneo. Même le temps de facturation est 1 mois. C'est précisé dans ce contrat, dans ce règlement. Tout à fait. Ce que Eneo a fait, ça a un sens. Covid, il fallait éviter les contacts. Ça a un sens. Mais il faut savoir que dans la tarification, il y a plusieurs catégories. Et parfois, comme on facture sur 30 jours, en te facturant sur 31 jours, tu peux passer d'une catégorie à une autre. Et le prix du kilowattheure n'est pas le même. C'est là où le problème s'est posé. Parce qu'en facturant sur 2 mois, déjà que le Arcel n'était pas au courant. Eneo, en tant qu'opérateur, ne peut pas prendre cette responsabilité. Unilatérale, c'est pas possible. C'est normal. Mais quand vous parlez de facturation sur 2 mois, il me semble que ce n'était pas tout à fait une facturation sur 2 mois, il parlait d'une estimation. Oui, non. C'est-à-dire quand on estime, c'est pas ta consommation réelle. On peut te facturer, on peut avoir pris en compte 102 kWh par exemple. Alors tu sors de la classe sociale qui est de 100 kWh. Et quand tu es facturé à 102 kWh, le prix du 8 kW augmente. C'est là où ça a posé un problème. C'est là où ça a posé un problème. Parce que les gens partaient d'une catégorie de facturation à une autre. Et même Eneo n'aurait pas pu prendre de façon unilatérale une telle décision, même si ça avait un sens. Et c'est pour ça que Arcel a dit non, c'est pas normal. Et d'entrée de jeu, vous avez pensé que le régulateur ne fait rien. Je peux vous dire que ce n'est pas les seules actions du régulateur. Hein. Il y a beaucoup de choses, ils interviennent dans beaucoup de choses sans que ça ne fasse l'objet de communication. Sans fasse du grand public. Moi, je pense que oui, il y a un problème de confiance aussi entre Eneo et le consommateur. Je pense que si il n'y avait pas ce problème de confiance, le consommateur aurait compris. En temps normal, le consommateur n'est déjà pas d'accord avec la facturation qui lui est proposée. Et nous avons coutume d'entendre que le prix proposé par Eneo n'est pas le bon et que les factures sont surchargées. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui on exige de payer des sommes qui ne correspondent pas à leur consommation. Ça, c'est le discours qu'on entend habituellement. Oui, mais tout ce que les clients disent... Et ce discours-là crée la suspicion. Et donc, du coup, et comme l'entreprise ne communique pas beaucoup, elle devrait communiquer, véritablement communiquer, pour assurer sa clientèle. Parce que le client dise la vérité ou non, ce que je constate, c'est que la rumeur, elle fait plus de mal que si on communiquait. Lorsqu'on ne communique pas beaucoup, on laisse la place à la rumeur. Et quand on laisse la place à la rumeur, on finit par croire que sa propre facture n'est pas la bonne, quand bien même elle serait bonne. Et donc, peut-être que cette levée de bouclier des consommateurs et la réaction de Arcel, l'organe de régulation, peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a ce climat-là et que le régulateur ne souhaite pas, n'est-ce pas, qu'on l'assimile, n'est-ce pas, à un organe complice. Moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé la chose. C'est vrai que vous avez parlé des plaintes, des doléances qui sont très souvent émises par les consommateurs, mais on pense, professeur Diacho, que si effectivement c'était des plaintes qui sont fondées, on aurait vu à chaque fois le régulateur justement, puisque Désiré Nancy a bien dit tout à l'heure, que l'une des missions du régulateur justement c'est de veiller au respect du droit, des droits du consommateur. Alors, mais le sentiment qu'on peut finalement avoir, c'est que
nombre de ces plaintes sont un tout petit peu farfelues. Souvent, on se pose aussi la question, hein, le régulateur a en face de lui une entreprise qui est en même temps appartient aussi un peu à l'actionnaire du régulateur. Et donc, on peut se poser la question. D'ailleurs, à l'entame de l'émission, vous avez dit que souvent, les actions du régulateur sont sans suite. Oui. Mais pourquoi ces actions sont sans suite? Le commun des mortels pourrait penser que, puisque le régulateur a pour actionnaire l'État, c'est une structure d'État, et a en face une entreprise dans laquelle l'État détient quand même 44%, à un moment donné, on peut se poser la question de savoir si les actions du régulateur ne sont pas par moments annihilées, n'est-ce pas, par cette présence de l'État dans le capital de l'entreprise que le régulateur est en train de pointer du doigt. Ça revient à la question donc, que je posais tout à l'heure, Dr Ekongolo. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir s'il n'y a pas de précaution particulière qu'il faut prendre au moins de mettre en place ces organes de régulation pour qu'ils fonctionnent de façon optimale. Et là, on a le sentiment effectivement qu'au niveau du rôle des acteurs, ça se marche un tout petit peu dessus parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes ou de précautions qui n'ont pas été fondamentalement prises, non? Bon, pour revenir sur la question de l'électricité, il faut rappeler, comme l'a rappelé tout à l'heure, que la question vient de quoi? L'arrêté qui organise le service public de l'électricité a prévu les modalités de relève des compteurs. La facturation se fait par comparaison de l'indice du mois, de l'index du mois, moins l'index du mois précédent. Et la facture est remise au consommateur. Or, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de facture. Vous devez prépayer votre consommation avec des codes que vous ne pouvez pas trouver n'importe où. Du coup, et avec la possibilité que si le crédit que vous allez charger dans votre consommation s'arrête, la lumière également s'éteint. Vous voyez, dans les habitudes de consommation, le consommateur est perturbé. La norme est là, l'arrêté déterminant le cahier des charges est là. Cette norme est violée parce que le système de facturation a changé. Ça, c'est pour le prépayé. Maintenant, pour le non prépayé, puisqu'il y a aujourd'hui deux modes il y a le prépayé et puis il y a la facturation normale. Oui, classique. Je peux vous dire que en dehors de ce fait qu'on pouvait traverser une catégorie de consommation, en fait, ça ne posait vraiment pas de problème particulier. C'est-à-dire qu'on vous dit pour le mois N, on vous affecte un index. Pour le mois N plus 1, on descend sur le terrain. On s'assure que l'index est correct et on vous fait payer la différence. Ouais. En fait, ça ne posait pas de problème. Est-ce que ces descentes ont toujours lieu? Oui, ça devrait avoir lieu. Ça devrait avoir lieu. Normalement, Eneo avait prévu des descentes chaque 2 mois. C'est-à-dire que le premier mois, ça se faisait, la facturation se faisait en faisant un rapprochement sur vos consommations. Une sorte d'estimation. Une estimation. Ouais. Et le problème aussi se posait, parce que comme les gens n'ont pas les mêmes habitudes de consommation, il peut bien arriver que tu consommes nettement moins que les mois précédents. Ouais. Et que si ça cloche dessus, tu risques plutôt avoir payé plus, même au moins. Je veux dire, ce n'était pas un gros souci. Hein. Vraiment, ce n'était pas un gros souci. Il fallait seulement assurer que le problème de catégorie là ne soit pas débordé. C'est surtout à ce niveau-là que le problème s'est posé. Bon, maintenant, vous avez essayé de parler des prépayés. Les prépayés, c'est vraiment... Il n'y a aucun problème. Hein. Vous chargez ce que vous voulez, après, ça ne pose aucun problème. C'est un cash flow pour Eneo. Donc, je veux dire, ce mode-là, c'est juste parce qu'il y avait le risque de basculer dans une autre catégorie qui n'était pas la vôtre. C'est pour ça que ça a posé un problème. Mais il a évoqué la question des textes, c'est-à-dire que ça a été pas pris. Je voulais aussi revenir là-dessus. Vraiment, il faut connaître le rôle
de chaque opérateur du secteur. Et je crois que les consommateurs, par exemple, je parlais tout à l'heure du règlement de service, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Les gens ne savent pas que ça existe. Même le tarif, ce n'est pas Eneo qui décide le tarif du kilowattheure. C'est arrêté dans le contrat de concession. Et c'est revu chaque fois. C'est un des boulots de Arcel. Oui. Arcel travaille dessus chaque fois et pour faire la meilleure proposition sur le tarif du kilowattheure. Selon les périodes même. Selon les périodes même. Et il faut savoir que même aujourd'hui, là, il faut savoir que s'il fallait payer le coût du kilowatt réel, ça devait... L'État n'arrête pas de subventionner le prix du kilowattheure. Donc ce n'est pas Eneo qui définit le prix du kilowattheure. C'est contrôlé. Chaque année, il y a Arcel, c'est un grand pan des activités de Arcel. Le calculer, vérifier, s'assurer que... Vous comprenez donc avec le professeur Diacho qu'il y a effectivement un problème de communication. Non seulement sur la question du règlement des services, mais également sur les activités des différents acteurs du secteur. Oui, mais il y a... Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas attendre que ce soit Eneo qui communique, c'est pas Eneo qui doit communiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'embuscade, il y a des embuscades. Pourquoi? Non, je veux dire. Moi, je crois que Eneo ne communique pas tout simplement parce qu'il a le monopole. Vous savez, si Eneo était dans un secteur concurrentiel, il communiquerait. Mais pourtant, la loi sur le secteur électrique, la loi 2012, ouvre le secteur à la concurrence. Oui, mais ce que nous constatons, c'est que la concurrence n'existe pas dans le domaine de l'électricité. Nous sommes dans ce qu'on appelle un monopole naturel. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une grande mutation même dans le secteur? C'est-à-dire qu'en 2000, la première concession a eu lieu avec AES en 2001. Oui. Vraiment, il y avait une urgence. On n'avait même pas la maîtrise de l'organisation du secteur. C'est-à-dire quand AES, là, ils ont eu tout le segment au début. Tous les segments. Tous les segments. Production, transport et tout ça. Distribution. Vous allez voir, après 2001, on a revu la loi en 2011, même les missions de Arcel ont été aménagées, et on avance. Je veux dire, aujourd'hui, on a plusieurs autres producteurs privés. Oui. Mais, je veux dire... Ils n'ont pas encore une couverture nationale. Le secteur est en pleine... C'est peut-être la raison pour laquelle le professeur Diacho, justement, parle d'un monopole naturel. Parce qu'en réalité, professeur, j'imagine que vous voulez indiquer que si... il y avait effectivement une situation de concurrence réelle, cela se ressentirait dans l'amélioration de la qualité du service. Bien entendu. Et l'entreprise communiquerait plus. J'aimerais sur les télécommunications. Regardez comment les entreprises de télécommunications communiquent. Mais parce qu'elles sont dans un secteur concurrentiel, hautement concurrentiel, elles communiquent beaucoup. Dans le domaine de l'électricité, les structures d'investissement sont complètement différentes. Quand vous allez, par exemple, dans l'arrière-pays, un réseau électrique que vous construisez dans l'arrière-pays, très souvent n'apporte rien. Oui. N'apporte rien, contrairement aux télécommunications. Aux télécommunications. Oui. Donc vraiment, il faut toujours l'arbitrage de l'État. AES, c'est une société, je veux dire, excusez-moi, Artis, c'est un privé. Oui. Ils sont venus gagner de l'argent. Ils sont venus gagner de l'argent. Oui. Ils ne vont pas d'eux-mêmes aller investir dans un village où il n'y a que deux clients. Tout à fait. Contrairement aux télécoms, oui. dont les structures d'investissement sont très, très différentes. Donc il faut toujours l'arbitrage de l'État. Alors maintenant, sur la question de l'arbitrage de l'État, justement, on a évoqué tout à l'heure, il y a comme une sorte de... Est-ce que cela ne se ressent pas dans le secteur de l'électricité avec un impact négatif sur la consommation ou sur l'amélioration de la qualité des services du consommateur, le rôle de l'État qui joue la tutelle, qui en même temps dans le capital, et ainsi de suite? Est-ce que ça pose pas un problème? Vous ne ressentez pas cette difficulté-là? Non, moi je ne pense pas. Je crois que c'est vrai qu'il y a eu, à mon avis, parfois des décisions pas très mûries. Je veux dire, dans la politique même, énergie de notre pays, là. C'est-à-dire que les investissements consentis ces 20 dernières années sont énormes. Énormes. C'est-à-dire quand vous voyez le secteur seulement de la production, on va citer les Membele, les Lompanga, les
Il y en a plein. Le Grand Ouen qui a Il annoncé. y en a plein. Malheureusement, tous ces projets-là, N'avance pas. pour la plupart, beaucoup n'ont pas bien avancé. Mais l'État y a mis Beaucoup d'argent. beaucoup d'argent. Et je crois que c'est un peu aussi à ce niveau-là qu'il faut peut-être prendre un peu de recul parce que la privatisation, c'était d'éviter que l'État continue À subventionner. à subventionner. Bon, je ne pense pas que le problème est résolu aujourd'hui. Pas du tout. Non. Pas du tout. Il y a beaucoup de projets qui sont chaotiques. Hein. C'est-à-dire que même à côté de nous, là, le projet même de Lorbaba, là, vraiment, qu'on m'excuse, c'est pas... Quand vous voyez Lorbaba, on va vous dire que le prix du gaz n'avait pas été très très bien négocié. Il y a plein de choses comme ça. Quand on vous parle de Membélé, là, Membélé est terminé depuis 2018. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de ligne. Le réseau de transport. On est peut-être à 80 mégas alors qu'on a près de 200 mégas disponibles depuis... je veux dire, il y a quelques erreurs qui ont été... Ça pose donc le problème des politiques publiques de façon globale. Ouais. Bien entendu. Mais pour revenir à cette question-là, parce que DJ Nancy l'a évoqué, mais je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris, professeur Diatio, vous sembliez indiquer tout à l'heure que le fait que l'État ait une partie du capital ne lui permet pas de façon efficiente, de façon optimale, jouer son rôle de tutelle ou je ne sais pas quoi. Puisqu'en même temps, c'est lui qui désigne le Vous savez, c'est l'actionnaire qui est l'État oui. qui décide véritablement de ce que doit être l'organe de régulation. Oui. Si l'actionnaire qui est l'État donne véritablement les mains libres à l'organe de régulation, il le fera, il sera efficace et efficient dans son travail. Et travailler de façon objective. Oui. Mais le problème, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'État détient 44% du capital de Néo. Le régulateur, lorsqu'il frappe du poing sur la table, eh bien, il a en face de lui son actionnaire, qui est l'État. Imaginons que les 44% plaident pour l'immobilisme. Le régulateur a beau frapper du poing sur la table, rien ne changera, puisque c'est le 44% qui décide de l'action du régulateur. C'est ça la problématique dans notre pays. C'est une mécanique... C'est une problématique et le fonctionnement, ce qui est vrai pour le régulateur, l'est pour nos entreprises publiques. Nos entreprises publiques sont malades parce que l'actionnaire ne leur donne pas les moyens d'être efficaces. Tout part de l'actionnaire. C'est celui qui met l'argent, qui décide de ce que sera son entreprise. Ce rôle omnipotent de l'État... C'est pas... L'actionnariat a une incidence, certes. L'actionnariat a une incidence. Mais l'actionnariat n'entraîne pas toujours des pressions. L'actionnariat, Dans le quoi? cas de notre pays, oui. L'État investit, met des moyens. Par le ministère des Finances qui contrôle les revenus, qui sont les dividendes qui sont versés. Et ça s'arrête là. Maintenant, le régulateur a son activité. Certes, au départ, ça revient sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Comment le cadre est défini. Au départ, il y a d'abord l'État qui doit limiter son rôle. Généralement, certains organes de régulation sont déterminés par des lois. Par exemple, en matière de télécommunications, la loi de 2010 sur les communications électroniques a prévu l'organe de régulation. Mais avant cela, la loi de 1998 sur les télécommunications avait déjà prévu l'existence de l'ART. Donc, cette loi détermine les compétences qui sont exercées par l'organe de régulation, les compétences que l'État conserve pour contrôler le secteur. Docteur, Oui. mais vous oubliez qu'il y a la loi, il y a l'application de la loi. Mais La loi à elle seule ne suffit pas, je suis désolé. Nous avons la loi de 1999 qui dit qu'un directeur général ne doit pas mettre plus de.
Mais sur le terrain, quelle est l'application que nous voyons? Cette La loi, c'est été- une chose, l'application de la loi en est une autre. Cette loi, justement, a été revue en Elle a été 2017 revue, mais qu'est-ce que ça a changé? pour rendre les entreprises performantes. Qu'est-ce que ça a changé? Les mêmes personnes sont là. Les choses changent quand même. Non, Non, nous, on ne dit pas que les choses ne changent pas. Je dis, la loi est une chose, l'application de la loi en est une autre. Mais sur cet aspect précis, Dr. Oui. Kongolo, vous semblez indiquer que la question de l'actionnariat de l'État dans ces entreprises ne peut pas avoir fondamentalement un impact Ça sur n'a pas un l'efficience. impact. Ça n'a pas un impact. Dans la mesure- les textes déterminent les compétences de l'État, les compétences du régulateur, et les textes organisent l'activité en elle-même Opérateur, ouais. des opérateurs. Les différents régimes, le régime de la concession, le régime de l'autorisation, le régime de la licence, le régime de la déclaration même parfois. Vous voyez. Alors, le problème se situe au niveau du respect des textes. Même comme on peut envisager un certain nombre d'éléments dans le contexte économique, il faut le dire. Les moyens de l'État, la gestion des entreprises, la gestion même de l'organe de régulation. On peut évoquer tout ça. Mais l'actionnariat n'a pas fondamentalement une incidence sur la régulation au quotidien. Alors, si on veut faire... Oui. Je vais parler un peu de... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce problème de facture, là. Mais les gens ne peuvent pas s'imaginer tout ce qu'il y a eu par le passé comme combat entre Arcel et... Vous vous souvenez, il y a peut-être 3 ans, Arcel et Néo... non, à l'époque, je crois que c'était AESonnel. Ils avaient augmenté le prix du kilowattheure. Ils avaient même déjà implémenté ça dans les factures. Hein. Oui. Du jour au lendemain, on leur a demandé d'arrêter. Et ils ont même remboursé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Oui, pourtant, si on se souvient, si on revient sur ce cas-là précisément, le sentiment qu'on avait eu en faisant des enquêtes, c'est que la structure, l'entreprise était dans son bon droit de prendre ces mesures-là. Non, mais ils ne peuvent pas le prendre de façon unilatérale. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui... Même le tarif, là, Oui. c'est régulé. Oui. L'État, aujourd'hui... Mais sauf que ce qu'on lui reprochait, c'est d'avoir pris la décision de façon unilatérale. Comme ça a encore été le cas récemment. Et je peux vous dire, même en termes des investissements, vous pouvez pas savoir tout ce qui se passe en dessous. Hein. Les investissements sont suivis. Il y a un protocole, dans le cahier de charges, il y a un protocole qui est la desserte et tout ça, le nombre d'abonnés, tout ça, c'est suivi. Quand vous voyez Néo parfois crier là, c'est parce qu'ils ont beaucoup de pression. C'est vrai. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Vous êtes donc satisfait, Désiré Nancy, de la manière dont le régulateur travaille dans le secteur de l'électricité? Arcel, pour ne pas... Oui, peut-être pas, mais je pense qu'il faut peut-être leur apporter beaucoup plus de moyens. C'est-à-dire que, Quel type de moyens? Même des moyens Technologiques. financiers, même technologiques. C'est-à-dire quand vous savez, seulement même pour superviser rien que les investissements, là, il faut que les agents Arcel là, fassent le tour du pays pour s'assurer effectivement que chaque poteau qui est implanté là, déclaré implanté, réellement implanté. Au niveau même de la qualité du service. Il faut être présent sur le territoire national pour s'assurer que la tension, la plage de tension est respectée, les fréquences sont respectées, les interruptions sont respectées, tout ça. Il leur faut des moyens. Quand vous allez voir, jusqu'aujourd'hui, depuis 2001, en 20 ans, ils ont un seul bureau à Yaoundé, ils n'ont aucune agence. Normalement, aujourd'hui, Arcel devrait avoir déjà une agence régionale à Douala ou dans d'autres régions. Pour ça, il faut des moyens. Donc l'efficacité dépend de ce que voudra l'actionnaire. Oui, mais est-ce que c'est l'actionnaire qui doit aujourd'hui... C'est l'actionnaire qui doit donner les moyens, l'actionnaire du régulateur. Non, qui doit lui donner... Il faut donner les moyens au régulateur, vous avez dit. Oui. D'où viennent ces moyens? D'où viennent ces moyens de l'État? Je veux prendre peut-être le cas de l'agent de régulation des télécommunications. Oui. Le budget de l'agent de régulation des télécommunications, en 2015, il s'élevait à 42 milliards. Ce budget est construit sur la base des redevances versées par les sociétés de télécommunications, notamment 1,5% de leur chiffre d'affaires. Voilà les moyens que l'État a donnés aux régulateurs. Mais maintenant... Alors, les opérateurs du secteur... Oui, ils se posent la question de l'évaluation de ce chiffre d'affaires.
C'est là où les problèmes commencent. Évaluation du chiffre d'affaires. L'activité est en mutation. Au départ, les télécommunications, c'était quoi? C'était le voice, l'appel. L'appel, les signes, les messages. Maintenant, le chiffre d'affaires, pour la plupart des télécommunications, c'est le data, Internet, les données. Par exemple, quand vous avez votre téléphone, vous pouvez sauvegarder vos numéros pour ne pas les perdre. Vous les sauvegardez où? Dans le cloud. C'est un nouveau service, on vous facture ça à 150, 175. Donc, dans l'évaluation de ce chiffre d'affaires, le régulateur doit travailler. Puisque si le chiffre d'affaires est seulement déclaré par l'entreprise ne va jamais déclarer son chiffre d'affaires tel qu'il est. Il faut que le régulateur soit en mesure de saisir les nouvelles activités qui produisent les revenus. Dans le secteur des communications, nous avons des nouvelles activités, nous avons le mobile money qui passe par des entreprises de télécommunications, même si ce mobile money est reçu par une banque. Cela veut dire que la banque a une licence de monnaie électronique signée par la BEAC, mais la banque développe cela par une entreprise de télécommunications. Donc, ça fait des revenus, des nouveaux revenus. Le cloud, des nouveaux revenus, les services à valeur ajoutée, les jeux concours, tout cela, ça fait de nouveaux revenus. L'entreprise, le régulateur doit se doter de capacités pour pouvoir, dès lors que l'entreprise déclare son chiffre d'affaires, lui dire que cette déclaration ne tient pas compte de tel aspect, de tel autre. Donc l'État met les moyens à disposition au niveau, n'est-ce pas, des redevances, ces redevances qui sont prévues. Maintenant, l'entreprise, le régulateur lui-même doit être en mesure de bien évaluer le chiffre d'affaires. Avant que le prof ne prenne la parole, est-ce que la mécanique est la même dans le secteur de l'électricité? Oui, même Arcel vit des redevances. Mais je peux vous dire, le budget Arcel est peut-être 5 fois inférieur, voire même 5 fois inférieur au budget de l'ART. La redevance qu'ils perçoivent de Eneo et de quelques... Ils se le partagent. 50% avec l'AER, l'agence d'électrification. Oui, mais c'est l'État qui décide du niveau de redevance. C'est l'État qui décide. Oui, mais il faut savoir ce n'est pas l'organisme de régulation qui décide. C'est l'État qui dit, voilà, pour votre budget... Comme ça a été le cas dans le secteur de l'ART. Bien entendu. Mais l'ART doit maintenant être en mesure de bien évaluer le chiffre d'affaires. Oui, pour être sûr que les chiffres déclarés correspondent exactement à la réalité. Dans le cas de Arcel, il faut avoir même les moyens d'aller vérifier que les comptes... Il faut des cabinets, il faut des Là, ça nécessite des moyens techniques. Par exemple, pour l'ART, il faut des logiciels. Oui, il faut des logiciels ces moyens techniques. Donc, vous revenez à ce que je suis en train de dire. C'est l'État qui donne les moyens à son organisme de régulation. Que les fonds proviennent de redevances ou non, c'est l'État qui détermine le niveau, n'est-ce pas, de redevance à percevoir, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Non. Je dis bien en termes de pourcentage. Ce n'est pas le régulateur qui dit « moi je vais percevoir tant » sur les entreprises. C'est l'État qui fixe ça pour donner au régulateur les moyens de travail. Oui. Mais l'État paternaliste, Non, l'État ne doit plus être paternaliste. L'État donne les moyens. Non, même les moyens réglementaires. L'idée, c'était que l'État n'engage plus beaucoup d'argent dans le secteur. Et puisque l'État n'en a pas. Puisque l'État n'en a pas. Les redevances même qui sont issues du chiffre d'affaires. Des chiffres d'affaires, oui. En fait, je crois que c'est indirectement même pris en compte par les clients. Hein. Ah ouais. Il y a un autre module là, je crois que c'est les clients même qui payent. Vous parlez de l'ART? Non, pour le secteur de l'électricité là. C'est les clients qui payent. Et il faut savoir que nous sommes ici avec des acteurs privés, des investisseurs qui sont venus gagner un peu d'argent. Mais ces investisseurs, ils se font beaucoup de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans les télécommunications. Oui, mais je parle du secteur de l'électricité. Les investissements sont très... Et dans l'électricité, les investissements sont très lourds. L'exploitation journalière nécessite parfois même beaucoup d'argent. Mais oui, par exemple, dans le secteur de l'électricité, la nouvelle loi de 2012 donne la possibilité désormais de facturer le mètre cube d'eau qui passe par les turbines d'un barrage. Ouais. Vous voyez, ça, ce n'était pas... On ne facturait pas l'eau qui passait par le barrage à Eneo. Ouais. Vous voyez, il y a toujours la réglementation. Il faut que le régulateur puisse exploiter au maximum
les possibilités qui sont fournies par la réglementation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des mutations qui interviennent dans le secteur des télécommunications et qui doivent amener le régulateur à s'y adapter pour pouvoir effectivement être up-to-date dans sa mission. Oui. Vous voulez faire allusion à quoi? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les télécommunications, ce n'est plus l'appel, ce n'est plus seulement l'appel. Il y a de nouveaux services. On les appelle les services à valeur ajoutée. Par exemple, il y a l'Internet. Il y a l'Internet qui, aujourd'hui, bouleverse l'économie et est à mesure de développer les pays, l'économie numérique. Ces entreprises font leur chiffre d'affaires désormais sur ces nouveaux éléments. S'adapter signifie que le régulateur doit pouvoir être en mesure de voir quelles sont ces innovations, qu'est-ce qu'elles produisent pour ces entreprises de télécommunications et le rendement est pour permettre de mieux contrôler le chiffre d'affaires et donc accroître les redevances qui sont déjà prévues par la loi. Par exemple, dans ce secteur des télécommunications, j'ai cité tout à l'heure les applications de sauvegarde des données. Je peux citer les applications de réunion. Pendant le coronavirus, il y avait des réunions en visioconférence et tout. Ces entreprises de télécommunications ont proposé de nouvelles applications pour les réunions en télétravail qui étaient facturées aux consommateurs. Ça veut dire que seulement pour ce coronavirus qui est arrivé, le régulateur doit s'attendre à ce que, ou bien il doit vérifier les déclarations du chiffre d'affaires de ces entreprises pour dire que là, vous n'avez pas marqué la vente et la commercialisation de ces applications de télétravail que vous avez vendues, qui a 200 000 francs en fonction du nombre de participants. Par exemple, il y a 150, ainsi de suite. Il y a ces mutations qui doivent être saisies. En fait, la réglementation doit suivre les innovations dans les différents secteurs. Oui. L'État n'a plus seulement pour rôle de pouvoir aux finances de ces structures. Ces structures elles-mêmes doivent créer les moyens de leur fonctionnement. Parce qu'on constate néanmoins qu'elles ont au moins 3 problèmes. Elles ont un personnel pléthorique pour la plupart, c'est aussi le cas des entreprises publiques, un personnel pléthorique. Elles vivent des subventions de l'État, elles produisent moins et surtout, elles sont des terreaux de corruption. L'opération épervier qui avait été engagée, la plupart de ceux qui étaient inquiétés là-dedans, c'était des directeurs généraux, c'était des présidents des conseils d'administration, des entreprises publiques et des établissements publics. Alors même que la plupart de ces structures ne parvenaient même pas à produire leurs comptes auprès de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vous voyez, il y a aussi un problème de management. Il y a un problème de management qui se pose. Il faut que ces entreprises, ces établissements publics, pour la plupart, il faut le reconnaître, le régulateur, les organes de régulation, qui ne sont pas seulement dans le secteur de l'électricité et des télécoms, il y en a dans le secteur bancaire, il y en a dans le secteur de la concurrence, la Commission nationale de la concurrence, même dans la communication, la Commission nationale de la communication. Ce sont tous des régulateurs qui doivent donc désormais être gérés selon les nouveaux textes. Il y a la loi de 2017 010 du 12 juillet 2017 qui régit les établissements publics et la loi 2017-011 qui régit les entreprises publiques et qui les inscrit dans une perspective de performance. Elles sont d'ailleurs classées en fonction de leur chiffre d'affaires et la rémunération de leurs organes sociaux dépend de leur chiffre d'affaires. Plus vous faites un chiffre d'affaires, plus vous rémunérez les membres du conseil d'administration, le directeur général et autres. Alors, pour revenir un tout petit peu sur le cas de Arcel Désiré Nancy, vous avez évoqué un certain nombre de difficultés, même si vous estimez que le bilan de Arcel, si on peut parler de bilan, peut paraître élogieux. Vous avez indiqué qu'il n'y a pas beaucoup de communication, malheureusement, tout autour des activités de Arcel. Et vous avez tout de même souligné qu'il y a des difficultés auxquelles cette structure fait face. Vous avez évoqué la nécessité de donner plus de moyens financiers, entre autres, à cette structure-là. De votre point de vue, le fonctionnement non optimal, je veux dire, ces difficultés auxquelles la structure fait face, Arcel, quelles en sont les implications sur la qualité du service et du service qui est proposé aux consommateurs finalement? Oui, je vais déjà aussi rappeler une chose. C'est vrai que le professeur Diatou, il a soulevé ça tout à l'heure. Vous allez noter que dans le secteur, là, plusieurs opérateurs ont pour PCA le miner. Ça, c'est pas bon. Tu peux pas être jugé parti.
C'est-à-dire que Arcel, qui est régulateur à la tutelle du minier, et le minier lui-même est PCA de plusieurs opérateurs. Le ministre de l'eau et de l'énergie. Oui. Oui. Là, ça pose Un problème. un petit problème. À mon avis, là, ça pose un petit problème. Mais je pense aussi que les consommateurs devraient aussi s'approprier du règlement de service. C'est important. Parce que beaucoup de gens passent leur temps à bavarder alors qu'il aurait fallu seulement passer Et là, un coup vous de vous fil. adressez aux associations de défense des droits des consommateurs. consommateurs. Oui, même aux consommateurs. Qui doit vulgariser ces Je peux textes. vous dire. Et Eneo, très souvent, profite De l'ignorance. de cette ignorance-là pour se balader un peu. Ces derniers temps, vous allez voir peut-être que Eneo a mis un coup d'accélérateur sur les contrôles fraude. Oui, Ils en ont le droit. Mais même ce contrôle fraude est réglementé. Le contrôle fraude est réglementé. Oui. tout à fait. C'est-à-dire quand vous êtes chez vous, Eneo peut venir sans vous avertir. C'est normal. Mais quand on vous contrôle, on doit avoir la présence d'un huissier. Mhm. Le responsable, si vous n'êtes pas à la maison, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la maison qui s'assure que ce qu'on est en train de faire comme constat est juste. Oui. Or, aujourd'hui, vous êtes chez vous, un agent, 2 agents arrivent, déclarent que vos installations ne sont pas correctes, et 2 jours après, on vous envoie une facture. Il faut dénoncer, astronomique. c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça ne respecte pas le cadre légal qui a été mis sur pied. Et je crois que même à ce sujet, Arcel leur a demandé certainement de stopper, de faire... Or, quand vous n'avez pas la maîtrise de ces règlements-là, du coup, vous allez seulement à la caisse, on vous demande de payer 5 millions, vous payez 5 millions. Et vous négociez. Et vous négociez très souvent. Donc il y a vraiment le fait que vraiment ce règlement de service-là est disponible sur les sites internet de Arcel et même dans toutes les agences Eneo, on devrait avoir un règlement de service disponible. Or, quand vous entrez dans les agences Eneo, c'est pour ça que je dis ce n'est même pas normal qu'on demande plutôt à Eneo de vulgariser. Ce n'est pas son intérêt. Ce n'est pas son intérêt. Il revient plutôt aux agences, je veux dire les associations de consommation et tout ça, De qui passent le vulgariser. temps à faire beaucoup de bruit. J'ai beaucoup Vulgariser. d'amis qui sont... Mais il faut qu'ils soient efficaces. Même la vulgarisation de Des textes. De- Ils des doivent tests, consulter des- les experts qui peuvent faire. consulter des experts et tout ça. Et aujourd'hui, même D'où cette émission. oui, je peux dire, même ce règlement de service il commence à être même dépassé. Nous-mêmes, on a déjà fait beaucoup de propositions pour l'amélioration de... Mais c'est le rôle aussi des associations de consommateurs. De mettre à disposition... On n'a pas fini de communiquer là-dessus, vous demandez comment dire. Ce ne correspond pas à l'époque. Alors, docteur Kakaï Kongolo, dans le secteur de l'ART, il y a autant de plaintes que pour ce qui concerne le secteur de l'électricité. On voit des gens descendre dans la rue tous les jours, poser des barricades pour protester, absence Ça, de c'est la courant qualité de électrique, service. La qualité, Dans le cas de l'ART, c'est pratiquement la même chose. Vous entendez les gens se plaignent tout le temps, la qualité de la communication, ça s'entrecoupe et tout ça. Et la question, c'est que fait l'ART? Eh bien, l'ART a plusieurs missions qui sont déterminées par les textes. Le décret de 2012 détermine les compétences de l'agent de régulation des télécommunications. Assurer le respect de la concurrence, de la bonne qualité du service des télécommunications, des communications électroniques. Il existe au sein de l'ART un comité de règlement des litiges. Donc, tout citoyen ou tout consommateur qui se sent abusé, qui reçoit des messages non désirés, des publicités en un point fini, peut saisir l'agent de régulation des télécommunications, qui a des représentations. Il y a une représentation régionale ici, à Douala, qui s'occupe du littoral et du sud-ouest, par simple requête. Et la commission, le comité de règlement amiable des litiges, va agir pour rappeler à l'ordre l'entreprise. Donc, le consommateur doit se Permettez-moi de former. poser la question de façon triviale. Vous parlez de requête, c'est-à-dire qu'il faut rédiger et puis aller déposer là-bas. Oui, et suivre.
Le consommateur doit être informé. Tout ce qui arrive ne sera pas par un claquement de doigts. Il n'y a pas des mécanismes beaucoup plus faciles, docteur. Il y a des mécanismes. Monsieur Duval, il faut savoir que même le règlement de service prévoit ça. Quand vous avez un problème avec Eneo, vous faites une requête. Voilà. Eneo a l'obligation de vous répondre par écrit dans un délai de 20 jours ouvrables. C'est prescrit dans le règlement de service. C'est prévu. Et il y a des pénalités qui suivent. Il faut que le consommateur prenne le courage de saisir. Le consommateur, même ça, ne maîtrise pas ça. Parce que quand vous allez à Eneo avec une requête, ça je vous le dis, mes amis de Eneo ne seront pas très contents de moi. Allez à Eneo avec une requête, demandez-leur de décharger, ils vont refuser. En interne, Eneo a un catalogue. Ils reprennent vos déclarations dans un catalogue. Et en fait, c'est pour éviter que vous repartez avec une décharge. Oui. Parce qu'avec la décharge, vous pouvez réclamer la réponse. Dans les 20 jours. Dans les 20 jours, c'est contractuel. Et je peux vous dire, vous savez, on excelle dans ce pays par des bonnes lois, vraiment. À Arcel, il existe ce qu'on appelle des séances de conciliation. Voilà, je peux vous dire, Arcel, Eneo et moi sommes membres de la Fusuel. Donc, on a fait beaucoup de pays dans le monde entier. Là. Et partout où Arcel a présenté cette séance de conciliation-là, vraiment, c'était très bien pris. C'est-à-dire que c'est un exemple qui extraordinaire. Hein? Cette séance de conciliation permet à toi, consommateur, Eneo assis en face, Arcel au milieu. C'est prévu. Si vous avez un problème, saisissez Arcel. Il va vous convoquer et Eneo autour de cette séance de conciliation. C'est un mécanisme qui existe. Ça se fait, Désiré Nancy? Ça se fait. Au Cameroun? Ça se fait, je le fais tout le temps. Il faut que le consommateur apprenne à défendre ses droits. Il faut défendre les droits. Tout comme un consommateur peut faire une plainte. Arcel arrive ici c'est une fois par mois. Hein. Quand vous viennent ici, il y a des bureaux ici au Minet, où vous êtes assis à trois, hein, vous discutez et on essaye de trouver un terrain d'entente. Sauf qu'il ne faut pas aller en conciliation, saisir Arcel pour n'importe quoi. Mais ça existe. Les mécanismes existent. Et vous avez dit que ça existe également dans le secteur au niveau de l'ART. Tout à fait. Vous étiez en train de parler de requête. Oui, vous introduisez une requête. Vous pouvez d'abord introduire une requête à l'égard de l'entreprise de télécommunications. C'est bien ça, oui. Pour signaler la gêne que vous avez. Oui. Par exemple, vous recevez sans cesse des publicités. Des publicités qui sont envoyées, prenez telle option, prenez telle autre. Vous écrivez parce que vous êtes lié à l'entreprise par un contrat. Oui. Même si vous n'avez pas signé, lorsque vous prenez une puce de l'opérateur, cela veut dire que vous avez un contrat d'abonnement, vous avez accepté, vous êtes lié. Il doit vous fournir le service et vous devez payer. Vous payez quand vous achetez, vous mettez du crédit, ça vous payez. Il doit donc vous fournir le service. Mais lorsque la fourniture du service est perturbée, par exemple, vous chargez votre crédit Internet et que chaque fois, votre modem vous dit nos services, vous pouvez saisir l'entreprise de télécommunications pour dire que vous avez payé le service, mais au bout d'un certain délai, vous n'avez pas pu avoir droit à ces services et que vous réclamez remboursement, ainsi de suite. Donc, quand vous introduisez cette requête, l'entreprise doit répondre, doit vous convoquer, il vous convoque, il vous appelle même pour vous demander s'il vous suit. Même si on peut observer que c'est beaucoup plus des consommateurs entreprises les consommateurs personnes physiques le font rarement. Mais il faut éduquer le consommateur. Le consommateur doit défendre ses droits. Les droits sont prévus, mais quand vous ne les défendez pas, ils peuvent être violés. Il faut que le consommateur saisisse d'abord l'entreprise. S'il n'a pas gain de cause, il peut saisir le régulateur. Et le régulateur va procéder à la conciliation. Parfois, il y a des sanctions. Il prend des décisions pour demander à l'entreprise d'arrêter d'envoyer certains types de messages non désirés au niveau du consommateur. Il y a plusieurs décisions dans ce cas qui ont été prises par l'agent de régulation des télécommunications. Donc, il faut reconnaître que, certes, la qualité du service n'est pas toujours optimale. Parce que la qualité du service exige l'installation d'un certain nombre d'infrastructures.
dans les télécommunications, il y a plusieurs infrastructures. Certaines sont déjà prévues. Par exemple, vous avez la parabole qui est à Bipanda, ancien Camtel, la parabole, elle est prévue. Mais l'entreprise doit se doter de moyens pour satisfaire, pour couvrir la partie du territoire telle que déterminée par le cahier des charges. Donc, le consommateur doit se plaindre lorsque ses droits sont violés auprès de l'entreprise, auprès du régulateur, et l'entreprise également doit accroître sa capacité de satisfaire, de couvrir le territoire et satisfaire, n'est-ce pas, le service tel que prévu dans le cahier de charges. Et aussi, le régulateur, il doit jouer son rôle à ce moment-là, de contrôle, de sanctions lorsqu'il faut, même d'avertissement. L'agent de régulation des télécommunications a le pouvoir d'infliger des avertissements aux entreprises, pas seulement dans le service des télécommunications, il y a le service de l'audiotex, il y a le service des fréquences radioélectriques, et toutes ces activités-là. Donc, pour mieux le dire, chaque segment doit appliquer et respecter son domaine, son cadre qui est déterminé, et dans le meilleur des cas possibles, se plaindre lorsqu'il y a des violations. Alors, l'expert a parlé. Maintenant, je pose la question aux juristes que vous êtes, docteur Kake-Kongolo. On a souvent entendu des gens se plaindre de la qualité de la communication, et parfois, cela peut avoir un lien avec la sécurité. Vous voyez très bien de quoi il est question. Des conversations téléphoniques qui peuvent être interceptées pour des raisons de sécurité, entre autres. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? La plainte, elle aboutit toujours, ou bien l'opérateur vous dit, écoutez, on va améliorer et puis faire du dilatoire? Il faut remarquer que la particularité du secteur des télécommunications est que ce secteur est régulé au moins par deux structures. L'Agence de régulation des télécommunications et l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Il faut les distinguer. Les deux structures, elles sont prévues par la loi 2010 sur les communications électroniques, mais les compétences sont bien déterminées. L'Agence de régulation des télécommunications gère les infrastructures. Elle est chargée d'autoriser l'exploitation des réseaux de télécommunications, alors que l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication contrôle les contenus. Donc, au cas où il y a des piratages, des hackings, les questions de cybersécurité, c'est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Il faut d'abord connaître les différents rôles avant de pouvoir saisir donc, le régulateur compétent. Ah oui, je comprends pourquoi dans le cadre de votre ouvrage, vous avez bien indiqué la régulation des télécommunications au Cameroun, le cas de l'ART. Tout à fait. Parce qu'on aurait pu avoir le cas de l'antique. Tout à fait. On aurait pu avoir le cas de l'antique. Donc, chaque segment est bien déterminé. Chaque segment est bien déterminé. Dans le cas que vous avez posé, le piratage des messages, les questions de sécurité, eh bien, c'est l'Agence nationale des technologies de l'information, de la communication, qui est compétente pour régler ce genre de situation. Alors, professeur Latio, on se rend compte de façon globale qu'il y a des problèmes qui sont transversaux, qu'on aille de l'ARCEL à l'ART, ou si vous voulez, du domaine de l'électricité au domaine des télécommunications, il y a des problèmes qui sont pratiquement les mêmes, même si ce problème ne se pose pas avec la même gravité. Au niveau de l'ARCEL, on parle de difficultés financières assez avérées, avec la nécessité de mobiliser plus de moyens. Dans le secteur des télécommunications, on parle davantage de la capacité à s'adapter aux mutations qui arrivent très vite dans ce secteur-là, de façon globale. À quoi peut-on s'attendre en termes de pratique, en termes d'apport de l'État pour que ces structures soient beaucoup plus efficaces et que le consommateur au finish soit celui qui tire le meilleur profit? Écoutez, il me semble que l'objectif d'un État, c'est le bien-être de ses concitoyens. Et œuvrer pour le bien-être des concitoyens, c'est donner les moyens aux organismes de régulation de faire efficacement leur travail. Tout à l'heure, nous avons évoqué le manque de moyens de l'ARCEL. Cette entreprise, cet organisme de régulation qui devrait avoir une implantation nationale et qui n'a aujourd'hui qu'une seule implantation
c'est-à-dire au siège des institutions. Peut-être que les émissions comme celles que nous sommes en train de faire feront en sorte que l'État se rende compte de ce que Arcel doit être présent sur toute l'étendue du territoire pour permettre aux citoyens d'accéder au bien-être qui est la raison d'être d'un État. C'est-à-dire que je ne conçois pas un État qui ne veuille pas développer le bien-être de ses citoyens. Et donc pour le faire, il faut, dans le domaine de l'électricité, puisque nous sommes là, il faut donner à Arcel les moyens d'être présent sur l'étendue du territoire. Quant à l'ART, il me semble que la même demande existe, même si ils ont plus de moyens que Arcel. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le consommateur camerounais de télécommunications considère tout de même que le coût de télécommunications est assez exorbitant. Lorsqu'on compare ce que gagnent les opérateurs par rapport à ce que gagnent les mêmes opérateurs dans les pays occidentaux, le gap est très très important. Les opérateurs de téléphonie mobile gagnent énormément d'argent chez nous. Oui. Et en termes de qualité de service, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, il revient à cet organisme de régulation de faire en sorte que non seulement que les prix de communication baissent, mais que nous ayons une qualité de télécommunications qui permette à l'économie d'être vivace. Parce que imaginez que lorsque vous avez des coupures intempestives, il y a certaines activités qui ne peuvent pas se développer. Aujourd'hui, l'économie numérique est l'économie la plus florissante dans le monde. Or, au Cameroun, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le niveau de pénétration d'Internet est très faible. Or, nous voulons être émergents à l'horizon 2035. Est-ce que c'est avec l'agriculture que nous allons être émergents à l'horizon 2035? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est avec ces nouvelles technologies, c'est vrai qu'on ne parle plus de nouvelles, c'est avec ces technologies de l'information et de la communication que nous pouvons être émergents à l'horizon 2035. Pourquoi? Mais parce que nos étudiants, aujourd'hui, accèdent aux mêmes outils ou aux mêmes éléments de connaissance que les étudiants qui sont en Occident. Ils ne sont pas moins intelligents, donc, que ceux qui sont en Occident. Mais le gap entre nos étudiants au Cameroun aujourd'hui et les étudiants qui sont en Occident, c'est quoi? C'est que l'étudiant qui est en Occident peut avoir Internet 24 heures sur 24. Et de bonne qualité. Et de bonne qualité. Nous avons la possibilité au Cameroun d'avoir Internet 24 heures sur 24. Mais ça, il faut que le régulateur le veuille. Parce que en Occident, les opérateurs de la téléphonie prenaient les consommateurs comme des vaches à lait. Et il a fallu que le régulateur tape du poing sur la table en disant, mais attendez, vous gagnez extrêmement d'argent. Rendez Internet accessible à tous. Et du coup, pour 19,99 €, vous avez Internet illimité sur tout le mois. Mais imaginez qu'au Cameroun, le régulateur amène les opérateurs de la téléphonie à nous mettre le même montant. Mais les petits génies que nous avons au Cameroun vont éclore dans tous les coins. Ça, c'est ce que nous attendons du régulateur. Je pense que ce n'est pas le seul rôle du non, régulateur. Je ne dis pas que c'est le seul rôle. Il faut déjà une impulsion même de la politique nationale. Bien entendu, mais le régulateur, c'est le bras. Le conseiller. C'est le conseiller du politique dans ce domaine. Dans ce sens, vous avez peut-être raison. Oui, oui. Et donc, je dis, c'est le régulateur qui propose. C'est lui le technicien qui propose au législateur, qui propose à l'exécutif, en disant, ben, voilà l'évolution technologique aujourd'hui, on est à tel stade. Voilà ce que gagnent les opérateurs de la téléphonie.
il faudrait que. C'est ce que le régulateur a fait en Occident. Il faut qu'il le fasse. Moi, sans être dans les secrets de Dieu, je crois qu'au Cameroun, l'ouverture du marché dans le secteur de télécom a apporté quelque chose. Bien entendu. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Il faut aujourd'hui jouer encore sur les coûts, améliorer peut-être la desserte, mais ça a apporté beaucoup de bien pour les consommateurs que nous sommes. Parce que je vais vous dire, le Camtel, qui est la structure étatique je crois qu'ils ont même une licence de GSM. De communication électronique. Qui n'ont jamais pu... n'ont pas pu. La première fois, on a dû céder cette licence à Orange. Ouais. Donc, je veux dire, vraiment, le fait d'avoir intégré d'autres acteurs a apporté quand même quelque chose dans mais le professeur, il a dit que ça ne suffit pas. Non, je suis d'accord avec lui. Ça ne suffit pas. Moi je dis, le taux de pénétration d'Internet au Cameroun aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous limiter à Douala seulement et à Yaoundé. Mais on va vous parler de la fibre optique. Oui, mais je suis d'accord. La fibre optique, c'est qui? Je veux dire, vraiment. Non, je dis, moi, je suis demandeur de l'Internet illimité. Et de bonne qualité. Oui, et de bonne qualité. Et peu importe si ça vient par la fibre optique ou par le satellite. Oui. Et ça, si nous avons l'Internet illimité, je peux parier que 2035 peut surprendre beaucoup de Camerounais. Moi, j'aimerais dire que l'État joue son rôle. Il y a eu la réforme des établissements publics. Les lois de 2017 sont là. Les instruments de contrôle ont été mis en place. Tribunal criminel spécial, contrôle supérieur de l'État, ainsi de suite. Commission nationale anticorruption. Vous voyez? Et il y a eu des affaires, il y a eu des condamnations, ainsi de suite. Maintenant, les règles de performance sont mises en place. Il faut que les organes de régulation s'inscrivent dans l'idée de performance, pour accroître leur capacité à réguler le secteur. Les entreprises également, qui sont sans cesse à la recherche du bénéfice de leur chiffre d'affaires, les consommateurs qui doivent réclamer lorsque le service n'est pas assuré. Donc, ça se joue au niveau de chaque segment. La volonté politique qui est. Parce que lorsque vous voyez la réglementation qui est sans cesse croissante. Il faut qu'elle aille encore plus. Nous sommes demandeurs d'un Internet illimité parce qu'il est créateur de valeur. Et une condition sine qua non pour l'émergence en 2035. Et une condition sine qua non pour l'émergence en 2035. Sans Internet illimité, émergence 2035, comme disent les Bassa à Tabé. Non, moi je pense que l'ouverture du secteur dans le domaine de l'énergie est un peu mitigée. Après 20 ans, là, je crois que le moment est venu de faire un stop, de regarder le chemin qui a été parcouru. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'État n'a pas réussi à se désengager comme... Ça, c'est mon point de vue personnel, hein. Et le secteur reste toujours assez flou. Hein, c'est-à-dire quand tu vois aujourd'hui, même au niveau même de la distribution, c'est un segment qui se veut libéralisé, mais vraiment il est très difficile pour un autre opérateur de rentrer dedans, et surtout même pour les opérateurs privés nationaux que nous sommes. Dans l'environnement du marché électrique au Cameroun, tu trouves personne. Hein? C'est un marché qui est vraiment... Je lisais encore, il y a 2-3 jours, là, Eneo qui a construit, à Lomier, qui ont construit un champ solaire de 125 kW. L'énergie photovoltaïque. Oui, qu'ils ont mis en parallèle à un groupe thermique. Personnellement, ça, c'est des opportunités qui peuvent être même cédées à des opérateurs économiques camerounais. Il s'agit d'un champ de 125 kW, c'est pas
Mais il faut aussi que ces opérateurs économiques s'intéressent au secteur. Non, il faut la bonne information. Il faut la bonne information. Il faut la bonne information. Et c'est très souvent à ce niveau-là que ça se joue. Oui, mais quand vous commencez à dire que c'est flou, Désiré Nancy, les opérateurs économiques n'aiment pas des choses qui sont floues. Il faut bien avoir une visibilité sur la question. Ça revient à ce que une émission sur ce plateau, Sur le patriotisme économique, il me semble que il revient à l'État qui oriente la politique économique, qui oriente les investissements, de créer des champions dans ces différents domaines. Nous ne serons pas émergents si nous n'avons pas d'entreprise nationale tenue par les nationaux qui concourent à la politique économique du pays. Car, sachez, la multinationale a ceci de caractéristique, c'est qu'elle a une mobilité géographique que n'a pas les entreprises nationales. Quand ça ne va pas dans votre pays, elle quitte. Or, le champion national ne partira pratiquement jamais. Et il y a une expression que j'aime beaucoup, ce sont les noyaux durs de Balladur en 1988. Balladur, ministre de l'économie de la France, 86-88, lorsqu'il entame les grandes privatisations, il invente un mot, les noyaux durs. Il dit, les bijoux du pays ne vont pas aller entre les mains des étrangers. Et il a créé des noyaux durs qui sont des industriels, des hommes d'affaires français, qui sont rentrés dans le capital des entreprises privatisées françaises pour permettre à la France d'avoir un outil de sa politique économique. Je termine en disant 1994, naissance de MTN, portée par Mandela, nous connaissons ce qu'est MTN aujourd'hui. Champion créé de toutes pièces, 94, 2020, MTN est le leader, n'est-ce pas, sur le plan africain des télécommunications. Ça veut dire que nous sommes capables, nous aussi, de créer nos champions. Ce sont des volontés politiques qui le permettent. Il y a des champions. Moi, je peux prendre l'exemple. Les Dangote, ce sont des champions qui ont été créés par les Nigérians. Je peux prendre l'exemple du secteur des télécommunications. Ouais. Lorsque la première licence est attribuée en 2001 à Orange, ensuite 2002 à MTN, la troisième licence en Nextel en 2013, l'État a introduit une disposition précise qui exigeait que la multinationale qui s'installera devra avoir comme actionnaire un national, un Camerounais qui a une partie du capital. C'est ce qui a conduit aujourd'hui à avoir 30% de Dangote et de Dampulo, dans Nextel. À Nextel avec le partenariat avec les Vietnamiens. Il y a une politique de soutien, mais les hommes d'affaires, les industriels doivent aussi oser. Tu peux prendre un autre exemple dans le secteur du ciment. Pour la plupart des cas, les importateurs, ils achetaient du ciment pour faire entrer ici, sans oser construire une usine, une cimenterie. Hein? Les Marocains sont arrivés, ils ont construit ciment. Les Turcs sont venus, ils ont construit leur usine. Le Nigeria est venu avec Dangote, ils ont construit. Du coup, le marché de l'importation est fermé. Vous ne pouvez plus importer un produit qui existe déjà sur le marché national. Alors que ces importateurs auraient pu créer une... Dans la même veine, docteur Kake Gongolo, est-ce qu'on peut rêver d'un secteur de télécommunications au Cameroun où on voit un opérateur national avec un capital constitué essentiellement des nationaux en concurrence avec les structures que vous avez citées? C'est possible. C'est possible. Dans quelles conditions? Il faut que l'opérateur soit sérieux. Il y a d'abord ça, il faut que l'opérateur soit sérieux. Ce citoyen doit être sérieux dans ses comptes, dans ses investissements. Il faut une traçabilité, sa surface financière, les moyens technologiques qu'il mobilise, le personnel qu'il emploie, les salaires, les cotisations sociales. Il faut tout ça. Mais au-delà, il y a un moi, je vais vous encadrement. dire, j'ai vu la naissance de Bouygues. Ça dit, Bouygues, petit entrepreneur, devenir multinational. Vous avez une part importante
joué par l'État. L'encadrement de l'État. C'est l'État qui fait asseoir Les garanties de début. Je n'en disconviens pas. les investisseurs nationaux Je n'en disconviens et pas. leur donne les moyens. Ces moyens, c'est quoi? Ce sont les moyens juridiques. Ce n'est pas forcément de l'argent. Vous avez C'est les raison. moyens juridiques. Même les Oui. moyens financiers. Et puis, on leur ouvre le marché. Ouais. C'est ce qui se passe. Et on les protège. Et on les protège. Je vais vous donner un exemple très simple. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de l'énergie solaire. Oui. Vous allez voir que l'énergie solaire est presque inexistante au Cameroun. Oui. Et pourtant. Et pourtant, allez-y par exemple en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, vous allez voir beaucoup de nationaux qui ont explosé. Il faut oser. Non, ce n'est pas ça, il faut l'encadrement. Il faut de l'État. l'encadrement. Je vais vous dire. J'ai travaillé, excusez-moi, j'ai travaillé sur un projet, le projet de Sondref. Je dois citer le nom. C'est un projet de la Banque mondiale. Aujourd'hui au Cameroun, depuis presque 1 an et demi, on a presque 25 milliards de francs déposés ici à la SCB. En fait, c'est de l'argent qui devait favoriser des projets qui rentrent dans l'énergie propre et de l'efficacité énergétique. Des modèles comme ça ont fonctionné énormément en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. C'est-à-dire que tu viens avec un projet énergie solaire, on essaye de voir, on te finance ça, tu injectes une partie dans le réseau Eneo et tout est parti. Par les contrats de partenariat. J'ai Au accompagné. Cameroun aujourd'hui, c'est impossible. Impossible, oui. C'est impossible. Oui. Écoutez, Je vous dis, c'est impossible. Moi, écoutez, moi, j'ai fait une comment intervention. Je peux vous dire, plaît. je peux vous déjà, au niveau même du matériel, dans tous ces pays-là, on a levé les taxes. Au Cameroun, on a levé la taxe de façon virtuelle. Virtuel. Non, mais puisque quand tu importes à la douane, là, C'est on te coincé. dit qu'il faut un arrêté pour que tu bénéficies de cette... Il y a l'accord de partenariat économique qui est signé, dont les opérateurs ne maîtrisent pas les termes. Il faut Non. introduire des demandes. Si je L'accord vous de parle partenariat par exemple économique. de ce projet de Sondref, au moment où je vous parle, je ne crois pas qu'il y a eu un seul projet depuis 1 an et demi. Un seul projet qui a été sélectionné. Ailleurs, ça se consomme comme du petit pain. Moi, je parle de l'accord de partenariat économique. Pourquoi? Oui, bon. À cause des difficultés de développement de l'industrie, l'outil de production coûte cher. L'État conclut un contrat, les accords de partenariat, avec l'Union européenne, par exemple, pour faire entrer les machines à moindre coût. Oui, mais Alors, ici, pour tout doper ce qui est alors énergie là- solaire, alors là- il y a une loi qui dit qu'on a levé les droits de douane. Oui, sur Pourquoi ce n'est pas l'importation- effectif? l'importation de matériel photovoltaïque. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce que je vous dis, ce n'est pas vrai. On te dit qu'on attend un arrêté pour mettre cette loi en application. Ce n'est pas vrai. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est pas vrai. Vous voulez dire quoi, professeur Ijacho, sur la question pour en sorte de l'émission? Oui, mais je voulais dire que l'État doit jouer sa partition. Et l'a joué franchement. Franchement. L'État camerounais ne joue pas sa partition franchement. Ayons cette volonté de créer des champions nationaux. S'il y a cette volonté, les hommes d'affaires vont y aller. Il faut tout simplement créer un cadre. Et partout, ça s'est passé comme ça. Nous ne pouvons pas, nous n'allons pas inventer ce qui existe déjà ailleurs. On copie ce qui existe déjà. Si nous voulons créer un monde qui n'existe pas, nous perdrons beaucoup de temps. Faisons comme les autres et nous allons avancer. Malheureusement, nous ne faisons pas comme les autres et nous n'avançons pas. D'autres cas, peut-être un mot pour Oui, sortir l'émission. moi je disais que parfois, les mesures, les opérateurs qui aimeraient bien s'engager ne maîtrisent pas les mesures qui sont applicables. Il y a aussi cela. Les hommes d'affaires, pour la plupart, c'est le rapport général sur les entreprises qui le dit. Parfois, le niveau intellectuel n'est pas élevé. Ce n'est pas l'intellect qui construit les entreprises. Ça, Mais je ne- il faut que ces mesures, ces hommes d'affaires puissent s'informer, puissent connaître les procédures. Et de plus en plus, puissent quand même, on a oser. des hommes d'affaires qui... Monsieur Kongolo, vraiment, si vous analysez la faible implication des hommes d'affaires à leur niveau intellectuel,
là, ça ne marche pas, puisque c'est des gens qui gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, en allant acheter à l'étranger, dans des pays, parfois, où ils ne maîtrisent même pas la langue. Ça veut dire que quelque part, le problème n'est pas l'analphabétisme. Non, le problème c'est le système. C'est le système. On va s'arrêter là pour ce mercredi. Infiniment merci à vous, messieurs, d'être venus. Professeur Emmanuel Diatio, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes économiste, expert en management et enseignant dans plusieurs universités à Douala et ailleurs. Merci, ingénieur Nancy, désiré d'être venu sur ce plateau. J'ai failli dire monsieur le maire. Oui, mais puisque vous êtes adjoint au maire de Bana. Oui, mais aujourd'hui, je suis opérateur économique. La prochaine fois qu'on parle de décentralisation, il viendrait avec la casquette de maire. De la carrière comme mon ami. Merci, Désiré Nancy. Vous êtes expert en génie électrique, directeur général de TechnoZ et vice-président de la Fusiel. Merci également à vous d'être venu. Docteur David, bienvenue. Kake Kongolo. Merci. Et j'indiquais tout à l'heure au début de l'émission que vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui vient de paraître. L'ouvrage, c'est la régulation des télécommunications au Cameroun, le cas de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes titulaire d'un PhD en droit public et vous êtes chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Exactement. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.